Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation humaine idéale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pain. C'est l'un des aliments phares de l'alimentation dans de nombreuses cultures. Il est consommé en général à différentes heures de la journée et est associé à plusieurs autres aliments de façon plus ou moins pertinente. Dans cet article du guide Blueness, nous allons voir comment optimiser la consommation du pain pour celles et ceux qui auraient décidé de le conserver dans leur alimentation. Et nous allons également voir quel pain privilégier afin de faire le moins de dégâts possible sur la santé. Et nous verrons même que nous pouvons en tirer le meilleur à la fois pour la ligne, l'énergie et la vitalité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le pain ? C'est un aliment qui est fait de farine, d'eau, de sel et parfois de levain ou de levure afin de le faire gonfler lors de la cuisson. C'est l'un des aliments de base de nombreuses cultures et civilisations. L'histoire du pain aurait débuté dès le Paléolithique supérieur, une période qui s'étend de 45 000 à 12 000 ans avant aujourd'hui, et la consommation de pain se serait étendue à travers l'Europe par le biais des Phéniciens. C'est un peuple originaire de la Phénicie, qui est une région qui correspond grosso modo au Liban actuel. Les propriétés nutritives du pain dépendent de la farine que l'on va choisir pour sa préparation, entre autres. La farine provient principalement de céréales panifiables, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à faire du pain, comme par exemple le blé tendre, donc le froment, l'épeautre ou le seigle, qui contiennent toutes du gluten. Pour rappel, le gluten, c'est un ensemble de protéines qui peuvent être plus ou moins bien digérées selon les individus. Et c'est ce qui est à l'origine de l'élasticité d'une pâte. Le problème, c'est que pour des raisons de rendement, les industriels ont travaillé sur de nombreux croisements génétiques pour augmenter la teneur en gluten du blé, afin de rendre la pâte plus élastique. Ils ont également fait muter le blé afin qu'il soit moins haut pour des raisons de facilité de traitement. Dès lors, on suppose que ces variétés modernes de blé riches en gluten sont susceptibles de provoquer chez certains individus des réactions inflammatoires et immunitaires, comme des inconforts digestifs, des migraines, des maladies ORL ou encore des allergies. Pour contourner ce problème, on peut adjoindre aux farines classiques, donc panifiables, des farines dites alternatives, dépourvues de gluten et qui peuvent même parfois remplacer totalement les farines panifiables lors de certaines préparations, comme par exemple les farines de sarrasin, d'orge, de maïs, de châtaigne ou encore de noix. Pour bien comprendre la problématique du pain et faire le meilleur choix en fonction de son profil, il faut bien distinguer d'un côté les pains à base de farine panifiable, qui sont principalement les pains à base de farine de blé en général, comme la baguette par exemple, et qui contiennent donc du gluten, et de l'autre côté les pains alternatifs, à base de farine non panifiable, et qui, elles, ne contiennent pas ou peu de gluten, comme par exemple le pain de sarrasin. Alors quel est le lien entre le pain et l'indice glycémique ? Le problème avec la plupart des pains, qu'il s'agisse de pains industriels ou en boulangerie, c'est qu'ils ont un index glycémique trop élevé. En d'autres termes, ils font monter, après leur ingestion, le taux de sucre dans le sang de façon trop rapide, ce qui entraîne un pic d'insuline, l'hormone qui est censée réguler le taux de sucre présent dans le sang. Et ce phénomène, ce pic d'insuline, peut non seulement entraîner un stockage rapide des aliments en graisse corporelle, mais peut également entraîner une fatigue après le pic d'insuline. C'est particulièrement le cas avec les biscottes, la baguette blanche ou encore les pains de mie industriels ou les viennoiseries. Heureusement, il existe des alternatives. Alors qu'est-ce qui modifie à la base l'index glycémique du pain ? Entre tel ou tel pain, et lorsqu'on compare deux farines de blé, quels sont donc les facteurs qui influencent l'index glycémique ? Tout d'abord, la teneur en fibres. Plus une farine sera riche en fibres, plus son index glycémique sera faible. Ensuite, la teneur en protéines et en matières grasses. Donc, plus la farine contient des protéines ou des matières grasses, plus son index glycémique sera faible. Il y a également le raffinage et les traitements que l'aliment a pu subir, comme le broyage, l'écrasement, etc. Plus un aliment est transformé mécaniquement, plus la structure de ses fibres et de ses particules d'amidon sera modifiée, et plus son index glycémique, pour le coup, va augmenter. Ainsi,
La farine qui est plus raffinée possède un index glycémique plus élevé qu'une farine complète ou intégrale à laquelle on a fait très peu de traitement finalement. Et enfin, il y a la teneur et la structure de l'amidon, qui se matérialise par le ratio entre amylopectine et amylose. Pour faire simple, plus un ingrédient est riche en amylose, moins l'amidon sera dégradé par nos enzymes digestives et plus l'index glycémique sera faible. Donc, plus l'ingrédient est riche en amylose, plus l'index glycémique est faible. Lorsque nous choisissons du pain, nous pouvons regarder la farine utilisée et ainsi choisir le pain qui a été préparé avec une farine à index glycémique relativement bas ou au pire modéré. Il faudra de préférence consommer des pains dont la farine a un index glycémique éventuellement inférieur à 60. Ainsi, la farine de blé T150 ou T170 a un index glycémique au maximum de 45, ce qui est très bien, alors que la farine de blé T45, qui est abondamment utilisée dans les préparations industrielles, a un index glycémique de 85, ce qui est très élevé. En gros, plus le chiffre situé après le T est élevé, mieux c'est en termes d'index glycémique. La farine T45, c'est la farine la plus blanche, la plus raffinée, alors que la T150, c'est la farine la plus complète. Plus la farine est complète, plus elle a conservé ses nutriments, et plus la libération d'énergie qui découle de sa métabolisation est lissée dans le temps, ce qui évite donc les pics d'insuline dont nous avions parlé précédemment. Entre les deux, on trouve la farine T55, T65 ou encore T80. Ce sont des farines intermédiaires. La farine T65 est d'ailleurs une alternative relativement correcte, avec un index glycémique d'environ 60 à 70, ce qui est certes relativement élevé, mais pas autant que celui de la farine blanche, donc la T55 ou la T45. Outre le blé, il existe des farines alternatives avec lesquelles certains boulangers confectionnent du pain parfois un peu plus sain. Il y a tout d'abord le pain complet qui présente une teneur élevée en fibres, ce qui abaisse finalement l'index glycémique. Il est préparé à base de farine complète, laquelle contient les grains de blé entiers qui renferment plus de vitamines du coup, plus de minéraux et plus de fibres alimentaires que la farine blanche. Le pain complet est donc plus nutritif que le pain blanc et son index glycémique est bien plus intéressant puisqu'il s'élève à environ 50 grâce à la farine T150 qui est utilisée pour sa préparation. On le préférera néanmoins bio afin d'éviter au maximum les pesticides qui se logent au niveau de l'enveloppe de la graine. Par contre, cette enveloppe de la graine qui est conservée lors de la préparation du pain complet est parfois susceptible d'être mal digérée par certaines personnes qui opteront alors pour un pain tradition, donc la farine T65 dont l'index glycémique tourne autour de 60 ou 70, ou pour l'une des alternatives que nous allons voir après. Il y a ensuite le pain intégral. Il est encore plus riche en fibres et en minéraux que le pain complet, puisqu'il est réalisé avec une farine qui n'a reçu strictement aucun raffinage. Donc cette farine conserve l'intégralité des composants de la céréale. Du coup, on retrouve les mêmes limites que pour le pain complet en termes de digestion, car certains individus tolèrent mal les grains de blé entiers. D'ailleurs, de manière générale, lors des grands changements d'habitudes alimentaires, il faut laisser aux intestins et à l'organisme le temps de s'adapter. Cela passe donc par un changement progressif et non radical, et en ce qui concerne le pain, on peut passer par des pains semi-complets ou composés de plusieurs céréales dans un premier temps. Se pose également la question de savoir quoi choisir entre une baguette classique et une baguette tradition à la boulangerie. Tout d'abord, voyons les différences entre ces deux types de baguettes. La baguette tradition demande un temps plus long de fermentation que la baguette blanche. Donc la baguette tradition demande 15 à 20 heures entre 4 et 6 degrés, contre 3 à 4 heures entre 20 et 29 degrés pour la baguette blanche. En outre, la tradition ne contient aucun additif puisque c'est formellement interdit, et ses seuls ingrédients sont la farine de blé, l'eau, le sel et la levure ou le levain, en fonction de ce qu'on a choisi, mais on préférera le levain, c'est ce que nous allons voir après. Enfin, la baguette tradition est faite à partir de farine de blé T65, qui a un index glycémique légèrement plus bas, autour de 65 ou 70, alors que la farine de blé T45, utilisée pour la baguette blanche,
a un index glycémique qui s'élève à 85, ce qui est assez énorme. On préférera donc la baguette tradition à la baguette classique. Dans les pains alternatifs vient ensuite le pain de seigle. Il est également appelé pain noir et a l'un des index glycémiques les plus bas, entre 40 et 45. Le seigle est une céréale contenant beaucoup de calcium, de potassium et de sodium, en plus d'être également riche en fer et en fluor. C'est une assez bonne alternative à la baguette blanche. La farine de seigle contient du gluten, tout comme la farine de blé. Et au niveau de l'appellation, la proportion de farine de seigle de la pâte doit être conséquente pour que le pain puisse être commercialisé sous ce terme. Si le taux est compris entre 10 et 35%, le pain est appelé plutôt pain au seigle. Ceci étant dit, rien ne vous empêche d'associer la farine de seigle avec d'autres farines comme la farine de blé afin d'abaisser l'index glycémique de la préparation entière. Vient ensuite le pain de sarrasin. La farine de sarrasin est une alternative excellente à la farine de blé. Elle est riche en fibres, en protéines et en antioxydants. Elle a un index glycémique bas de 40 contre 45 pour la farine de blé complet T150 et souvenez-vous 85 pour la farine de blé T45 qui est utilisée pour la baguette standard. Donc avec la farine de sarrasin, on est à 40. En plus, elle ne contient pas ou très peu de gluten. Le sarrasin peut être utilisé en galette, c'est notamment le cas des célèbres crêpes bretonnes, et il constitue une très bonne source de glucides à index glycémique bas lorsque ces galettes sont garnies d'œufs et de fromage, notamment en début de journée. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard dans ce podcast. Le pain de sarrasin, c'est a priori l'une des alternatives les plus intéressantes en termes de pain, puisque non seulement dépourvu de gluten, et présentant un index glycémique quasiment imbattable. Vient ensuite le pain de petit épeautre, qui est un blé rustique ayant subi très peu de transformation. Il est riche en bons acides gras, mono et polyinsaturés, en minéraux et en vitamines E et B. Par ailleurs, ces protéines contiennent les 8 acides aminés essentiels dont le corps a besoin, ce qui est assez rare pour une céréale. Ensuite, le petit épeautre contient très peu de gluten, et est donc assez digeste. Il ne faut pas confondre le petit épeautre avec l'épeautre, qui quant à lui est un peu plus riche en gluten, mais qui reste tout de même une alternative très intéressante à la farine de blé raffinée. Le petit épeautre a un index glycémique bas d'environ 40, tout comme la farine de sarrasin, et il constitue une belle alternative à la farine de blé. On trouve également le pain de Camus ou Khorassan. C'est un cousin du blé et qui contient entre 20 à 40% de protéines de plus que le blé moderne. Il est assez riche en sélénium, zinc et magnésium et dispose d'une proportion très intéressante d'acides aminés essentiels et d'acides gras non saturés. Son index glycémique est de 45, ce qui en fait également une alternative très intéressante au pain standard. Le Camus contient du gluten, mais en faible quantité. À savoir maintenant entre la cuisson du pain via une levure de boulanger ou via le levain. Qu'est-ce qui est le mieux ? Entre une cuisson du pain avec de la levure et une cuisson au levain, plus traditionnelle, mais qui revient à la mode, il vaut mieux choisir une cuisson au levain. En effet, le pain au levain a l'avantage, en plus d'être plus nutritif, de bénéficier d'un index glycémique plus bas que l'autre, d'environ 65 en moyenne, contre 80 pour celui à la levure. La levure de boulanger permet de produire une fermentation alcoolique rapide et donc de réduire le temps de fermentation nécessaire pour faire lever la pâte, là où le levain provient uniquement de la fermentation lactique provoquée par les bactéries présentes sur l'enveloppe du grain de blé, qui est plus lente donc. La levure du boulanger permet donc un meilleur rendement, forcément. En conclusion, le classement que nous attendions tous, à savoir le top des pains les plus sains pour la santé, choisis pour leur index glycémique bas et leurs propriétés nutritives. Leur consommation ne devrait normalement pas causer de dégâts sur le plan de la vitalité ou de la ligne, voire même être bénéfiques s'ils sont consommés dans de toutes petites proportions et à des moments clés de la journée, comme nous allons le voir à la fin de ce podcast. À choisir entre une farine complète ou pas, cela dépendra de vos tolérances digestives. Mais ce qui est sûr, c'est que le levain sera toujours privilégié à la levure standard de boulanger et il faudra les acheter de préférence bio, surtout lorsque la farine est complète. Donc, dans le top du top, on retrouvera donc le pain de petit épeautre au levain, c'est ce que nous avions vu précédemment, qui est riche en fibres, qui a un index glycémique bas d'environ 40, qui est riche en vitamines et minéraux et qui contient très peu de gluten. On trouvera également le pain de sarrasin au levain, également riche en fibres, un index glycémique bas d'environ 40,
est riche en vitamines et minéraux et lui aussi contenant peu de gluten. On pourra aussi consommer du pain de blé complet au levain, pour ceux qui le tolèrent, riche en fibres, index glycémique relativement bas, un peu plus élevé que les deux précédents, donc de 45, modéré en vitamines et minéraux, mais en revanche contient beaucoup de gluten. Ensuite, on trouve la baguette tradition au levain, qui a un index glycémique modéré, de 55 à 65 environ, contre 80 quand même pour la baguette blanche. Et là où la baguette tradition est intéressante, c'est qu'elle ne contient pas d'additifs. Elle est une alternative saine à la baguette blanche, mais aussi au pain complet. En effet, la farine du pain complet est issue du broyage du blé avec sa coque, et elle peut donc être mal tolérée. Le pain tradition, en revanche, sera relativement bien digéré, et c'est le meilleur rapport praticité-santé finalement, car vous le trouverez facilement en boulangerie, et il vous permettra de continuer à consommer du pain sous forme de baguette si vous aimez cela. Et on trouvera également le pain de seigle, avec un index glycémique relativement bas, de 50 environ, riche en calcium et en potassium, et qui peut de temps en temps se substituer aux autres pains que nous avons sélectionnés juste avant. En revanche, le pain de seigle contient quant à lui du gluten. Il est possible d'associer les farines traditionnellement réservées au pain avec des farines de légumineuses par exemple ou de noix de coco, afin d'obtenir des pains avec un index glycémique bas ou modéré. Néanmoins, dans la plupart des cas, il faudra faire le pain maison afin d'expérimenter ces associations. De nombreuses recettes existent sur Internet. D'ailleurs, certains industriels commencent à utiliser des ingrédients alternatifs comme le pois chiche ou les lentilles pour en faire des pâtes à index glycémique bas par exemple, et parfois du pain en les mélangeant avec des farines de blé, ce qui permet d'abaisser l'index glycémique général et de répondre à une demande de plus en plus grande pour des produits sains. Voici pour information une liste d'ingrédients utilisables sous forme de farine à index glycémique bas. On a notamment le son d'avoine qui a un index glycémique de 15, le lupin, l'amande qui est à 20, la noisette qui est à 20, l'orge mondée qui est à 30, les lentilles à 35, la farine de noix de coco qui est à 35 et la farine de pois chiche à 35 également. Avec ce type de farine, on peut notamment préparer des pâtisseries à index glycémique modéré. Vient ensuite la question de savoir quel est le moment le plus opportun pour manger du pain. En dehors des repas de fête, on privilégiera la consommation de pain, tradition ou sarrasin par exemple, plutôt en début de journée. En effet, c'est à ce moment précis que l'organisme a besoin de sucre lent pour accompagner les premiers efforts, quelle que soit l'heure du lever. Peu importe que vous leviez très tôt ou que vous travaillez de nuit, l'essentiel étant de les consommer au lever. À ce titre, cet apport en pain doit rester modeste et devrait être accompagné en majorité d'acides gras et de protéines si l'on veut rester en alimentation low carb. Donc lipides et protéines que l'on retrouvera dans les œufs, le fromage et l'huile d'olive, particulièrement recommandées en début de journée. A l'inverse, on évitera le pain le soir, et également le fromage et les œufs d'ailleurs, sans quoi il sera inutilement stocké sous forme de graisse adipeuse. Je vous renvoie à ce sujet vers les grands principes de la chrononutrition, un sujet que l'on abordera dans un autre podcast à venir. À très bientôt dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation humaine idéale.